Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre présence avec nous aujourd'hui. J'ai le grand privilège et l'honneur d'introduire aujourd'hui le général Restons calmes. Le général Georges Lin. Et je suis d'autant plus émue de sa présence ici qu'il y a 2 ans, précisément, et vous étiez peut-être pour certains d'entre vous déjà dans la salle, j'avais organisé une table ronde avec des scientifiques qui évoquait l'incendie terrible de Notre-Dame. Et je garde un souvenir, comme tous les gens qui ont participé à cette table ronde, d'une émotion palpable, d'un désarroi collectif auquel je ne doute pas aujourd'hui, si tant est que vous soyez encore un peu inquiet pour notre grande cathédrale parisienne, le général Georges Lin va vous rassurer. Donc je lui cède immédiatement la parole, après avoir dit quelques mots sur sa carrière. Officier d'infanterie formé à l'école spéciale militaire, le général Georges Lin a accompli toute sa carrière dans l'armée de terre jusqu'à recevoir les 3 postes les plus importants qu'un militaire français puisse occuper. Chef d'état-major particulier du président de la République, puis chef d'état-major des armées et enfin grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur jusqu'en 2016. Le 16 avril 2019, au lendemain de l'incendie de Notre-Dame, il a été appelé par le président de la République Emmanuel Macron comme son représentant spécial chargé de piloter la restauration de la cathédrale. Il a ainsi pris, en décembre 2019, la tête de l'établissement public qui a été créé à cet effet. Monsieur le grand chancelier. Merci, madame. En vous écoutant, certains doivent dire que vient faire quelqu'un qui est un officier d'infanterie ou en général dans ce temple de l'art. Je vois devant moi l'un des plus éminents historiens de l'art qui doit tout à fait partager cette interrogation. Allez-y. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Dès le lendemain de l'incendie, il y a eu une mobilisation de tous les services en charge de la cathédrale pour parer au plus urgent. Avec la présence de plus de 180 personnes sur le site, des compagnons, mais également de l'encadrement des entreprises, de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage. C'est une opération qui a été préparée depuis le tout début de l'incendie avec les équipes, le bureau d'études, la mutualisation des expertises et des compétences avec Europe Échafaudage et toutes les compétences du groupe Lebras pour arriver aujourd'hui à trouver un système pour sécuriser les hommes, c'est la priorité. On a eu un gros orage où on s'est pris je ne sais plus combien de kilomètres heure en vent. On a remarqué que l'échafaudage il partait, mais ce qu'on a surtout remarqué après c'est qu'il est revenu dans sa position. Ça veut dire que là, bon, il y avait encore de l'élasticité, il y avait donc, voilà, il travaillait bien, quoi. Pour des raisons de sécurité, il ne peut pas y avoir de coactivité, par exemple, entre le démontage de l'échafaudage sinistré et le déblaiement des voûtes, ce qui nous amène à mettre en place du travail de nuit. On repère bien les vestiges, on fait attention aux voûtes. En fait, ces vestiges ils vont être étudiés par les chercheurs. Il y a toute une communauté de chercheurs qui s'est mobilisée et qui va se mobiliser dans les années à venir avec des projets de recherche pour faire parler ces vestiges et renouveler aussi notre connaissance de la cathédrale. Les opérations de sécurisation vont se poursuivre jusqu'en août 2021. D'ici là, il y a beaucoup de travail à mener pour définitivement sécuriser l'édifice. Tout le monde adore cet orgue puissant, magnifique, où les plus grands organistes ont joué, composé. Voilà. C'est une opération très longue, très complexe, qui va prendre plusieurs mois, qui va mobiliser plusieurs entreprises de facteurs d'orgue, de manière à le sortir pour le remettre dans un hangar géré sur le plan climatique et satisfaisante en termes de normes de conservation, pour ensuite, dès le printemps 2021, commencer la restauration, la dépollution, le nettoyage et le remontage de l'orgue.
Bien, il faut ça pour parler, là? Ah oui, c'est vrai que ça part partout. Et chaque fois que je m'exprime, j'ai le sentiment d'être sur un champ de mine et que beaucoup de gens sont à l'affût pour ensuite me faire dire ce que je n'ai pas dit ou extrapoler ce que j'ai dit. Alors, je voudrais d'abord remercier évidemment Monsieur Personnaz, Monsieur de Chassé, Madame Marie-Christine Larboudette, qui font que je suis ici dans le volet actualité. Si j'ai bien compris, il y a un volet actualité. Donc, je me situe dans ce volet d'actualité. Je ne vais pas jouer les trissotins devant le gratin de l'art, de la culture en France, pour vous faire une conférence sur Notre-Dame, d'autant plus que Madame Labordette avait organisé, j'espère ne pas gaffer, à l'époque où elle était au Centre d'architecture à Chaillot, une série de conférences absolument remarquables sur Notre-Dame qui m'ont été très utiles et qui nous ont été très utiles à l'établissement public. Alors, je vais donc pendant une petite demi-heure faire un point d'actualité en quelque sorte sur ce que nous avons fait, ce que nous faisons à l'établissement public, dont vous avez rappelé rapidement la genèse, et puis je répondrai aux questions, c'est ça? Voilà. Alors je crois que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire, et d'ailleurs si vous êtes là, si vous nous écoutez par la magie de l'électronique, nous êtes tous d'accord pour dire que nous avons tous été marqués par cet incendie du 15 avril et que nous avons été aussi impressionnés par l'attachement de notre pays, mais aussi l'attachement que le monde entier portait à Paris et à la France au moment de l'incendie de cette cathédrale. Et le temps s'est condensé en une nuit autour de cette cathédrale, avec des choses tout à fait particulières qu'on ne cite pas souvent. Jean-Jacques Hano est en train de préparer un film qui sera sur les écrans le 15 avril 2022, c'est-à-dire 3 ans après l'incendie. Et j'ai regardé le script de ce film. Il est allé voir à peu près il a analysé tout ce qui s'est dit dans la presse mondiale au moment de l'incendie. Et par exemple, il est allé voir des chameliers au bord du Niger qui, la nuit de l'incendie, se sont arrêtés pour prier. Il cite cette chose extraordinaire qu'on ne cite pas non plus beaucoup, des gens qui sont allés prier devant l'ambassade de France à Moscou pour que Notre-Dame ne s'effondre pas. Donc c'est vraiment ça a été un moment extraordinaire en France et dans l'humanité. Et ça nous montre que Notre-Dame n'est pas un monument comme les autres. Je pense que si Versailles ou le Sacré-Cœur avait brûlé, probablement l'émotion n'aurait pas été aussi forte. Elle aurait été considérable, mais elle aurait été sans doute d'une autre nature. Et ce qui est frappant, et ce que je ressens en présidant cet établissement public, c'est que cet intérêt n'est jamais retombé depuis l'incendie. Jamais retombé. Notre-Dame, dans tous les hauts lieux de notre histoire, est finalement le seul à rassembler ainsi tous les Français à travers les siècles, à travers les régimes. Elle a accueilli les entrées solennelles des rois après le sacre à Reims. Elle a accueilli le sacre de Napoléon, des grandes cérémonies d'obsèques républicaines. On y est venu implorer la Vierge. Sainte-Geneviève pendant les épidémies ou la débâcle de 1940, mais aussi y chanter les Te Deum des victoires. Donc c'est un monument tout à fait particulier, une sorte de Westminster français en réalité. Et puis c'est elle d'ailleurs qui marque, vous le savez, le ralliement, le point de départ de toutes les routes de France. Mais bien sûr, c'est un chef-d'œuvre d'architecture et comme le dit Philippe Villeneuve, notre architecte en chef des monuments historiques qui pilote la restauration et la maîtrise d'œuvre, est-ce qu'aujourd'hui on laisserait des bureaux d'études construire un bâtiment avec des structures aussi audacieuses pour l'époque? La cathédrale se distingue aussi par la cohérence de son architecture depuis le début, depuis le projet de Maurice de Sully,
son esprit a été préservé tout au long des siècles, depuis 1163, et Viollet-le-Duc, finalement, n'a pas fait autre chose quand bien même ses interventions furent spectaculaires. Notre-Dame, c'est une histoire permanente et une évolution permanente. Elle a 8 siècles d'existence, et c'est finalement, alors quand on regarde tout ce qui a secoué l'histoire de France, c'est en ce 15 avril 2019 qu'elle a connu l'événement qui l'a le plus menacé. J'aime citer cette phrase de Emmanuel de Maresquiel quand il disait ce que une révolution, 3 révolutions, 2 guerres mondiales n'ont pas réussi à faire, une négligence l'a fait. Et cela doit nous servir de leçon et nous pousser, nous inciter tous, quelle que soit notre science, notre position, etc., à rester très humbles par rapport à cet événement et à la manière dont nous réparons cet événement. Notre-Dame, je l'ai dit, c'est un prodige d'architecture, a inspiré des chefs-d'œuvre de peinture, de sculpture, de musique, de littérature. Mais Notre-Dame, il ne faut pas l'oublier, en tout cas moi je ne l'oublie pas, c'est d'abord une cathédrale, ce qui veut dire que nous restaurons un lieu de culte catholique. Vous savez mieux que moi que Notre-Dame est l'un des rares monuments de notre capitale à être encore utilisé dans son intégralité pour sa fonction d'origine. Et c'est d'ailleurs le seul moyen qu'elle rassemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Tout cela fait de Notre-Dame un édifice à part, et nous devons avoir à l'esprit, au moment de la restaurer, que nous ne le faisons pas pour les 5 ou 10 ans à venir, mais pour les siècles qui vont nous suivre. Et cela ne doit pas nous effrayer, mais nous pousser à œuvrer avec humilité, c'est un terme que j'emploie souvent, humilité, exigence et détermination. Alors, comment avons-nous trouvé la cathédrale au lendemain de l'incendie? Je crois qu'il faut nous garder, là aussi, d'exagérer les dégâts subis par la cathédrale. Si il est exact de dire qu'elle a frôlé la destruction, elle n'en a pas moins résisté à l'incendie. La cathédrale a perdu toutes ses toitures, la flèche de Viollet-le-Duc, les charpentes du XIIIe et du XIXe siècle, une partie des voûtes qui ont été crevées par la chute de la flèche. En fin de compte, comme à Chartres, d'ailleurs en 1839, s'il n'y avait pas eu de flèche, il y aurait eu peu de dégâts aussi. Les pignons ont été très fragilisés, l'autel de la Croisée a été écrasé, 2 piliers ont été fragilisés, l'orgue de chœur a été endommagé par l'eau. Hormis cela, le reste de la cathédrale est relativement intact, à ceci près qu'il est envahi par des poussières de plomb en fusion qui se sont répandues partout. Les 1300 œuvres d'art qu'elle contenait ont toutes été préservées grâce au travail d'évacuation mené par les équipes du ministère de la Culture, de la ville de Paris et du diocèse. Et donc, depuis le 16 avril 2019, notre tâche est donc de mettre successivement Notre-Dame hors de danger, de lui rendre ses voûtes complètes, une charpente, une couverture, une flèche, et de restaurer son intérieur. Ce chantier, on peut le dire, a avancé de manière efficace en dépit de multiples difficultés, dont 3 sont particulièrement contraignantes. L'arrêté de péril qui résulte de l'incendie lui-même, le plomb qui fait peser des contraintes considérables sur le chantier et la manière dont les compagnons travaillent sur ce chantier, et évidemment, comme partout en France et dans le monde aujourd'hui, la crise sanitaire qui fait que, où que nous soyons aujourd'hui dans nos pays et d'ailleurs sur la planète, on ne travaille pas avec la même aisance qu'avant cette crise sanitaire.
Depuis le début, toutes les équipes, au départ, dès le début, le travail accompli par Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef des monuments historiques, et ses deux autres architectes, Rémi Frémont et Pascal Prunet, qui l'accompagnent, ont accompli un travail efficace pour que les choses soient lancées de manière déterminée. Des choses essentielles ont été accomplies et, comme on le disait tout à l'heure dans la petite vidéo que j'ai montrée, la phase de sécurisation et de consolidation de la cathédrale est sur le point de s'achever, ce sera chose faite, au mois d'août. Il a fallu pour cela déposer les vitraux et les œuvres d'art. J'indique parce que je m'aperçois que souvent ce n'est pas bien compris. On a démonté les vitraux des baies supérieures notamment, mais aucun vitrail n'a été en quoi que ce soit endommagé par l'incendie. On a mis les arcs-boutants sur cintre, pour le cas où la cathédrale aurait pu s'effondrer, mis les voûtes hors d'eau, posé des filets de protection, organisé une base-vie sur les terrains appartenant à la ville de Paris et installé des installations de chantier. Depuis un an, ont été accomplies les étapes les plus spectaculaires, dépose du fameux échafaudage sinistré que tout le monde a remarqué à Paris, soit plus de 40 000 pièces différentes pesant 200 tonnes. Montage d'échafaudage à l'intérieur de la cathédrale en vue de sa restauration. Si vous alliez aujourd'hui dans la cathédrale, vous ne verriez pratiquement plus rien puisque l'ensemble de la nef, du transept, du chœur sont complètement occupés, tous les volumes sont occupés par les échafaudages qui sont montés en vue de passer à la phase de restauration. Nous arrivons donc au moment où on va considérer que la cathédrale est définitivement sécurisée et cela devrait se marquer par la levée de l'arrêté de péril qui pèse sur l'édifice par le préfet de police. Alors, qu'allons-nous faire dorénavant sous la direction de l'architecte en chef, donc Philippe Villeneuve, maître d'œuvre, et sous la responsabilité de l'établissement public qui assure la maîtrise d'ouvrage, la conservation et la restauration de la cathédrale. La restauration, proprement dite, commencera au cours du second semestre 2021. D'ores et déjà, des décisions déterminantes ont été prises et je suis parfois frappé de voir que beaucoup de gens parlent et je me demande s'ils ont bien perçu qu'un certain nombre de décisions ont été prises. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, la CNPA, s'est réunie à 2 reprises, le 9 juillet 2020, enfin pour Notre-Dame bien sûr, et le 25 mars 2021, et avec l'aval du président de la République, ces réunions ont acté définitivement la restitution à l'identique de la flèche de Viollet-le-Duc, de la couverture du grand comble et de la charpente en bois. La 3e réunion avait été consacrée spécifiquement à la restauration du grand orgue, lequel grand orgue n'a été démonté que parce qu'il avait reçu des poussières de plomb et non pas parce qu'il avait été détruit. Toutes ces décisions sont évidemment le fruit d'un long travail de diagnostic et d'études, et ils respectent les recommandations que sont la Charte de Venise, le document de Nara sur l'authenticité et les recommandations de Varsovie. Et elles devraient permettre de garantir la cohérence et l'harmonie du monument, ainsi que la fidélité à son dernier état connu qui était parfaitement documenté. Le choix des matériaux d'origine, que sont le bois, le chêne et le plomb, garantiront le respect des propriétés techniques des ouvrages disparus et il répond aussi à une exigence de sobriété quant à leur production. Le chantier sera évidemment l'occasion d'une restauration de l'aménagement intérieur, c'est-à-dire ce qui est largement, mais pas totalement, du ressort de l'affectataire. Et c'est donc le diocèse de Paris qui est en charge ces questions.
Mais évidemment, tous ces travaux doivent se faire en bonne intelligence avec la restauration du monument par la maîtrise d'œuvre. L'archevêque de Paris a nommé dès 2019 une commission placée sous l'autorité du chanoine Gilles Drouin, un liturgiste, et en lien avec différents acteurs du diocèse. Cette commission est chargée de bien articuler la dimension, c'est plus de 12 millions de visiteurs par an, et donc parmi les objectifs qu'elle se fixe, il s'agit de faire mieux comprendre Notre-Dame de Paris, dans sa dimension catholique, à ceux qui y viennent. Par exemple, il s'agit d'adapter le mobilier liturgique au canon actuel de l'Église, de magnifier la cathédrale par des jeux de lumière plus adaptés à la façon dont elle a été conçue. Donc il y a un travail qui n'est pas simple et qui provoque évidemment, mais c'est normal dans une démocratie mature comme la démocratie française, des débats passionnants. De la même manière, la ville de Paris, propriétaire des abords, parce que l'État, dès qu'on franchit la porte, n'est plus chez lui, si je puis dire, la ville de Paris réfléchit de son côté à mieux insérer Notre-Dame dans la ville pour rendre à l'île de la Cité une splendeur digne du centre de la capitale, et elle va lancer très prochainement des réflexions sur ce sujet. Donc voilà pour l'essentiel les travaux qui sont devant nous, et nous travaillons avec détermination, opiniâtreté, à planifier dans le détail tout ceci pour tenir les engagements et les délais, j'y reviendrai tout à l'heure, qui nous ont été fixés. Et nous avons déjà, en dehors du chantier lui-même sur le site de la cathédrale, très engagé, je vais rapidement évoquer les travaux de restauration du grand orgue, les 8000 tuyaux du grand orgue de la cathédrale, qui en font l'un des orgues les plus grands orgues d'Europe. Et ils ont tous été déposés et évacués pour permettre leur nettoyage et de les entendre en 2024. Et ainsi, pas à pas, nous pourrons tenir l'objectif fixé par le président de la République d'ouvrir la cathédrale en 2024, de la rendre au culte, de la rendre à la visite, 5 ans après l'incendie. Alors cet objectif qui fait parfois sourire ou sur lequel on m'interroge beaucoup, je dirais que c'est peut-être mon meilleur allié pour galvaniser les énergies, mobiliser les équipes et obliger chacun à planifier de manière extrêmement rigoureuse toutes les étapes, tous les gestes qu'il faut faire pour parvenir à la restauration. Je suis convaincu que si nous n'avions pas devant nous un objectif fixé de manière aussi nette, eh bien, les temps de restauration seraient beaucoup plus longs. Et je suis aussi convaincu que nous remplirons cet objectif, et je ne crains pas de dire qu'en réalité, je suis là pour ça. Ça veut donc dire rendre la cathédrale au culte en 2024, et les obstacles nombreux que nous rencontrons ne doivent pas être des excuses à la procrastination, mais doivent nous inciter à les anticiper, à les réduire et à faire en sorte que ces obstacles ne soient pas un empêchement de parvenir au port dans les délais fixés. Alors, parmi les difficultés auxquelles nous faisons face, il y a d'abord évidemment le plomb, le poids de l'arrêté du péril, qui est un lourd handicap sur le chantier, et la crise sanitaire, je l'ai déjà dit, mais je bénéficie aussi d'atouts qui ne sont pas fréquents dans la restauration des monuments historiques. Le premier, c'est que le chantier est financé par des dons. Et on ne remerciera jamais assez les donateurs
car ce sont d'abord eux qui vont permettre la restauration de cette cathédrale dans des délais raisonnables. Cette souscription nationale, il faut en avoir bien conscience, est sans commune mesure avec les sommes que l'on affecte généralement aux monuments historiques. De l'ordre de 830 millions d'euros ont été recueillis pour la restauration de la cathédrale. Pour donner un ordre d'idée, je rappelle que les travaux de la flèche prévus avant l'incendie avaient levé un budget de l'État de 25 millions d'euros sur 5 ans. Là, nous avons 830 millions d'euros pour couvrir l'ensemble de l'opération sur nos 5 ans. L'État, en gros, mettait un flux de 2 millions d'euros sur la cathédrale Notre-Dame de Paris par an. Ce qui explique d'ailleurs l'état assez crasseux, pour ne pas dire autre chose, dans lequel la cathédrale était avant l'incendie. Cette confiance des donateurs nous engage et nous oblige. Il n'est pas question, naturellement, sous prétexte qu'on a de l'argent, de dépenser n'importe comment. Et je dois dire que, alors c'est à la fois une excellente chose, mais ça ne me facilite pas toujours la tâche, l'établissement public que je préside est de très loin l'établissement public le plus contrôlé de toute l'histoire des établissements publics qui ait pu exister dans la République française. Vous n'imaginez pas le poids des contrôles qui pèsent sur les 30 malheureuses personnes qui, avec moi, se battent pour sortir de ce chantier. Nous sommes 30 et on nous pèse dessus sur les contrôles comme si nous étions 500. Alors je ne dis pas que ce n'est pas normal, c'est tout à fait normal, mais là, nous atteignons, comment vous dire, un record dans le contrôle des actions d'un malheureux établissement public. Nous travaillons évidemment pour la gestion des 830 millions avec les 3 fondations et le Centre des monuments nationaux, la Fondation de France, la Fondation du patrimoine et la Fondation Notre-Dame, pour gérer ces fonds sur un circuit qui a été fixé par la loi du 29 juillet 1919, qui établit 2019, pardon, qui instaure l'établissement public et la gestion de cet argent. Et nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Ce sont des gens très exigeants. Nous avons, parmi les nombreux conseils dont je suis entouré, il y a évidemment un comité des donateurs que nous informons régulièrement de ce que nous faisons de leur argent et auquel nous détaillons les raisons pour lesquelles nous faisons appel à l'argent qui a été recueilli dans cette souscription. Donc, nous avons l'argent, c'est un grand atout. Deuxième caractéristique de ce chantier, c'est que c'est la très forte attention médiatique, donc je ne sais pas s'il faut dire ce qu'il en bénéficie ou qui pèse sur lui, et cette attention médiatique, elle aussi, n'est jamais retombée. Il y a un chantier de Notre-Dame, mais ce chantier est aussi en soi un objet médiatique. Alors, ceci est intéressant. Vous avez peut-être suivi les différentes émissions qui ont été faites à l'occasion du 2e anniversaire de l'incendie au cours d'avril 2020. Mais ça a aussi une retombée politique, une retombée pratique qui est assez sensible. Et d'ailleurs, c'est aussi, à ce point, une des missions de l'établissement public. Ça permet de valoriser beaucoup les métiers du patrimoine. La loi nous fait spécifiquement obligation de travailler à la valorisation des métiers du patrimoine et j'ai le sentiment que ce chantier sera très utile
pour développer dans notre pays, qui est riche d'un patrimoine exceptionnel, vous le savez beaucoup mieux que moi, et quand on voit tous les métiers qui sont offerts, la richesse de ces métiers, leur diversité, la beauté de ces métiers, je pense que cette aventure sera une occasion de relancer dans notre pays ces métiers du patrimoine. Et puis, il y a un nombre d'acteurs assez considérable qui sont investis sur ce dossier. Et puis, je dois dire d'ailleurs que tout le monde a un avis sur Notre-Dame, ce qui doit être fait, ce que l'on ne devrait pas faire, etc., etc. Ce n'est pas toujours facile de jongler avec tout cela et nous devons continuer notre sillon vers notre cap, mais en même temps, nous sommes assez fiers à l'établissement public, à la maîtrise d'œuvre, de la mission qui nous a été donnée, et nous savons que tout le monde nous regarde, et ceci, évidemment, nous oblige beaucoup. Je l'ai dit, c'est grâce à une loi qui a été amplement débattue au Parlement en 2019, défendue loyalement par le ministre de la Culture de l'époque, et c'est elle qui a créé un établissement public qui est entré en action simplement au mois de décembre 2019. Auparavant, c'était la DRAC Île-de-France qui assurait la maîtrise d'ouvrage, et les premiers mois du chantier, les 8 premiers mois du chantier, ont été faits sous la responsabilité, sous la direction de la DRAC. Nous avons pris un train qui roulait déjà. Nous travaillons évidemment adossés au Code du patrimoine, au Code du travail, à la loi MOP, et contrairement à ce qui a été dit parfois, et en tout cas ces points ont été débattus très fortement pendant le débat au Parlement, nous ne bénéficions d'aucune dérogation significative. L'établissement public, j'aime le dire par cette formule militaire, ça veut être, mais ce n'est pas si simple, car nous sommes en France, il s'agit d'une task force destinée à assurer l'unité de commandement sur ce chantier, en tout cas tenter d'y parvenir, et de concentrer tous les moyens financiers, techniques, humains, pour que tous ensemble nous puissions relever le défi qu'il est devant nous. Dans cette task force, pilote et coordonne le chantier, commande les études nécessaires aux décisions et passe les marchés publics de travaux. Nous préparons en ce moment les 135 marchés publics que nous devons passer pour la phase de restauration. Et c'est ainsi que nous arriverons à tenir ces délais. Voilà. Pour moi, le facteur clé de ce grand projet, c'est la mobilisation de tous au service de la cathédrale. C'est une grande aventure humaine. Je souligne, et ce n'est pas une figure de rhétorique ou de style, et ça me frappe à chaque fois, la réelle fierté des compagnons qui œuvrent sur ce chantier et leur mobilisation quotidiennement, notamment pendant les confinements successifs. Ils sont très sensibles, ils sont très conscients de la mission qui est la leur, de l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir. Ils sont très fiers de l'audience médiatique que cela a. Et quand ça tangue un peu, c'est toujours un vrai plaisir d'aller sur le chantier et de discuter avec ses compagnons, ses jeunes compagnons. Ils viennent de toute la France, plus de la moitié viennent de province, et comme je l'ai dit, ils représentent une grande diversité de métiers. Tous ces artisans travaillent aussi, et c'est très important pour nous, en étroite collaboration évidemment avec les laboratoires du LRMH et du Centre de recherche et restauration des musées de France. 8 équipes thématiques du CNRS sont à pied d'œuvre, soit plus de 175 chercheurs qui travaillent sur les matériaux, bois, verre, métal, ou sur des notions d'acoustique, de calcul, de structure, de données numériques. Je disais tout à l'heure que ce chantier sera l'occasion de redonner
du souffle au métier d'art en France. Il fait également, par le biais de tous ces groupes de travail, du LRMH et du CNRS, progresser la connaissance de ce monument, de l'art gothique, et la connaissance plus généralement du patrimoine historique de notre pays. Et cet incendie aura aussi ce côté positif d'avoir ouvert un accès à des connaissances tout à fait énormes. Nous avons donc à cœur de parvenir à cet objectif de réouvrir cette cathédrale en 2024. Cette mobilisation s'incarne à travers les 340 000 donateurs, 830 millions, 340 000 donateurs, dont chacun raconte une histoire personnelle avec la cathédrale. Pour vous donner le dernier exemple assez émouvant, Temple et la veuve de Sarepta, une mendiante qui a donné les 24 € qu'elle avait récupérés dans la rue peu avant. Ça montre à quel point cet événement Notre-Dame a marqué les esprits. Voilà, c'est une œuvre immense, c'est un chantier qui nous dépasse, qui nous pousse à trouver en nous et tous ensemble pour répondre aux défis qu'il nous pose, avec énergie, avec tous ces talents. Nous devons avancer rapidement, nous devons, nous, en France, être capables de montrer au monde que nous sommes capables, tous ensemble, vous avec moi, les donateurs, les ouvriers, etc., ensemble, nous reconstruirons cette cathédrale et nous la rendrons au culte dans maintenant 3 ans. Voilà un petit propos introductif. Merci beaucoup. Je pense que nous allons nous octroyer 10 minutes à un quart d'heure de questions. La première à droite. Je vous remercie, il y en aura sans doute beaucoup, d'être assez bref dans votre formulation. Là, c'est la jeunesse. Il ne faut pas toucher le micro pour les... Peut-être qu'on va se mettre à deux, n'est-ce pas? Voilà, Bonjour mon général, vous disiez en introduction qu'il y avait 2 logiques dans cette restauration, restaurer le patrimoine et rendre au culte. Est-ce que ces 2 logiques peuvent rentrer en conflit? Pardon. Vous disiez en introduction qu'il y a 2 logiques dans ce chantier, restaurer le patrimoine et rendre au culte la cathédrale. Est-ce que ces 2 logiques peuvent rentrer en conflit? Voilà une excellente question. Tout peut rentrer en conflit. Tout peut rentrer en conflit. Ce que j'ai observé dans cette affaire, ceux qui considèrent qu'on restaure un monument historique, c'est-à-dire un chef-d'œuvre de l'art gothique, un chef-d'œuvre de l'art français, et qui ne sont pas nécessairement polarisés sur la finalité de cet édifice, qui est le culte catholique. Voilà. Et puis, de l'autre côté, il y a le diocèse, l'archevêque de Paris, qui ont des idées assez précises sur la manière dont ils verraient la cathédrale restaurée à la fin de cette phase de restauration. Et c'est vrai qu'il peut y avoir là-dessus des tensions, il y en a. Mais voilà, il m'appartient de faire en sorte que tout, malgré cela, se passe bien, et je ne vois pas pourquoi nous n'y arriverons pas. Il faut toujours faire confiance à la générosité des gens. Est-ce que j'ai répondu à votre question? On peut peut-être alterner. Ouais. La dame qui est là. D'accord. Personne derrière? Merci. Non, touche pas. Je ne touche pas. Merci, mon général, pour la présentation. À un moment donné, vous avez évoqué la question du mobilier qui allait certainement être légèrement modifié par rapport au
aux demandes du diocèse et d'actualisation par rapport au culte catholique, si j'ai bien suivi. Et pour compléter la question qui vient juste d'être posée, du coup, comment ça se passe concrètement? Parce que qu'est-ce que ça signifie déjà adapter le mobilier à un culte qui a évolué dans le temps? Et est-ce que du coup, d'un point de vue... Qu'est-ce que ça signifie d'adapter du mobilier au culte catholique qui apparemment a évolué par rapport aux questions de patrimoine historique, etc. Est-ce qu'il y a des changements notables et est-ce que du coup ça génère aussi des conflits et quelles sont les résolutions possibles? Vous êtes conservateur? Pas du tout. Vous êtes une citoyenne libre? Oui, et bibliothécaire. C'est une question tout à fait intéressante. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par mobilier? La réponse n'est pas non plus aussi simple que ça. Elle peut être très compliquée. Alors, la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais le professeur Gadi, qui est devant moi, expliquerait ça beaucoup mieux que moi. Elle a été restaurée de manière à peu près complète par Viollet-le-Duc. Et vous avez un certain nombre de gens que j'appelle avec affection, évidemment, les Viollet-ducistes de stricte observance et qui n'imaginent pas que l'on puisse toucher au moindre mobilier mis en place par Viollet-le-Duc. Je vais vous raconter une petite anecdote qui montre assez bien. Dans cette fonction, je découvre donc le monde de la culture. J'ai eu une discussion avec le précédent ou l'encore président du Louvre. Et je lui disais que j'étais frappé de voir que, par exemple, parce que c'est un truc qui m'a beaucoup frappé, dès qu'on parlait de pouvoir toucher aux confessionnaux qui ont été dessinés et mis en place par Viollet-le-Duc, le monde tremblait et allait s'effondrer. Alors, ce que je veux dire, c'est que, comme il me l'a dit lui-même d'ailleurs, j'avais trouvé cette formulation assez bien, Viollet-le-Duc, en 1860, j'imagine, ou 62, il a répondu à une commande du clergé qui lui dit « J'ai besoin de confessionnaux pour confesser les gens, faites-moi des confessionnaux ». Bon, aujourd'hui, le clergé ne demande plus de confessionnaux, puisqu'on fait autre chose. Donc, alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire, parce que je sais que je suis sur des champs de mine, qu'on va envoyer au feu les confessionnaux de Viollet-le-Duc. Je serais pendu avant même d'être rentré à Paris. Mais je veux simplement, et c'est un peu mon rôle, je dis simplement, il est légitime au moins de se poser la question. Faut-il laisser dans la cathédrale les confessionnaux qui ne servent à rien, qui ont été faits à une époque où, ou bien faut-il réfléchir à une nouvelle manière d'aménager les chapelles et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça la chose. Soyons ouverts. On ne célèbre plus l'office catholique aujourd'hui comme on le célébrait à l'époque du cardinal de Sully, comme on le célébrait pendant des siècles après le Concile de Trente. Et je crois qu'on en est à la 3e ou 4e réorganisation liturgique depuis Vatican II. Donc on a le droit de se poser ce genre de questions. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? Attention, madame, ne mobilisez pas. Et arrêtez de me faire sauter sur des mines. Mais du coup, par rapport aux donateurs, j'imagine qu'il doit y avoir bon nombre de madame, de je vois que vous êtes une vraie spécialiste. Vous êtes mandatée par la Fondation du patrimoine. Pas. Mais du coup, ça doit soulever... Par les conservateurs, par le club des Viollet-ducistes de stricte observance. Non, mais du coup, ça ne soulève pas des questionnements, des potentiels... Mais ce que je veux dire, ce que je suis en train de vous dire, nous devons évidemment, par rapport aux donateurs, et Dieu sait si les fondations, et notamment la Fondation du patrimoine, qui a un personnage extrêmement vocal, extrêmement expressif, ne manque pas de se draper dès que l'on pourrait faire quelque chose dont on nous dirait que les donateurs s'offusqueraient. J'aime citer, je vais vous raconter l'anecdote de Jean-Luc Martinez, j'aime aussi citer un proverbe chinois que j'utilisais beaucoup quand j'étais
sous-chef d'état-major des armées. Vous savez qu'il n'y a pas un monde militaire et un monde civil. Hein. Les hommes sont les mêmes et les conflits sont de même nature entre ceux qui décident et les autres. On ne construit pas une maison en demandant leur avis à tous les passants. Si on demande aux 340 000, si vous voulez, par exemple, ce que vous dites pourrait conduire à faire un référendum avec les donateurs, faut-il ou non, je regarde ces histoires de confessionnaux parce que ça m'a beaucoup amusé en réalité. Faut-il ou non garder des confessionnaux qui ne servent à rien? Puis de se poser la question, c'est quand même la même chose. Puis à un moment donné, il faut décider. Voilà, ben on décide. Et c'est comme ça. Et alors évidemment, quand on décide, on choisit. Quand on choisit, on laisse de côté d'autres options. Donc, on ne fait pas plaisir à tout le monde. C'est la noblesse de celui qui est en charge, madame. C'est pas beau, ça? Oui, par rapport à ça, justement. Attention à ne pas concentrer dans cette zone qui me paraît très marquée. Non, mais si, par exemple, le questionnement de remplacement de mobilier est possible, pourquoi avoir choisi une restitution à l'identique de tout ce qui est charpente et flèche, sachant que dans des lieux comme la cathédrale de Reims, par exemple, on a pu, sans forcément moderniser visuellement, mais utiliser de nouveaux matériaux, comme par exemple la charpente qui a été faite en béton. Pourquoi choisir une restitution à l'identique alors que surtout les églises, dans l'histoire, vous l'avez dit vous-même, sont objets d'évolution, justement? Bien sûr. Oui, je rajoute Chartres qui, au XIXe siècle, a été avant-gardiste. On a mis une charpente en métal. Voilà. Et on sait que, autant que je sache, que le bois ne peut pas complètement être traité contre le feu. Donc pourquoi ce conservatisme? Voilà. Pardon? Alors, toutes les questions que vous avez posées ont été débattues. Il y a des gens qui ont dit faisons comme à Reims, faisons comme à Chartres, béton, comment? À Nantes aussi. À Nantes, etc. Voilà. La question a été débattue, tous les arguments ont été observés. Ce que vous dites sur le bois a été amplement débattu. On a entendu des phrases, je sais que je les ai toutes entendues. Il faut être complètement débile alors qu'il y a eu un incendie pour refaire une charpente en bois. Bon, pendant 800 ans, le bois n'avait pas brûlé. Bon, on peut en prendre le risque. Et puis, il y a des manières. Ces questions ont été posées. Il y a ensuite le poids des documents que j'ai rappelés, Charte de Venise, documents de Nara, etc. Tous les éminents spécialistes... vous comprenez que ce n'est pas moi qui choisis. Comment? C'est pas moi qui dis, nous allons refaire la... J'avais une opinion, bien sûr. Sur la flèche, pas tant d'ailleurs sur le fait de savoir si on allait faire comment dirais-je, la charpente en chêne ou pas. Bon, un consensus s'est dégagé dans la CNPA pour finalement le faire de manière à l'identique, c'est-à-dire en chêne. Voilà. On a répondu différemment à Chartres, on a défendu différemment à Reims, mais dans des conditions historiques, techniques, etc., différentes. Et tout ceci a été examiné, et ça a été examiné au sein de la CNPA, alors que l'établissement public et la maîtrise d'œuvre, l'architecte en chef, avaient effectivement proposé une reconstitution à l'identique. Si vous voulez, pour qu'on avance, j'aime beaucoup raconter cette histoire. Au Concile Vatican II, on votait les différentes constitutions en plachette, ça me plaît, ou non plachette, ça me plaît pas. Et une fois que la décision avait été prise, on se retroussait les manches pour aller vers l'objectif. Je crois que c'est mon état d'esprit, si vous voulez. Voilà. Je ne me pose plus la question de savoir si on aurait mieux fait de faire ceci, cela. Je suis maintenant mandaté pour reconstruire la flèche à l'identique, reconstruire la charpente en bois et reconstruire la couverture du grand comble en plomb. Pour autant, je ne mésestime pas, notamment parce que
Ce n'est pas tellement d'ailleurs à mon avis sur la charpente en bois, qui entre parenthèses a entraîné une extraordinaire mobilisation dans le pays. Nous avons 1000 chênes qui vont être consacrés à la reconstruction de la flèche, 1000 chênes qui ont déjà été abattus, qui vont sécher pour avoir le niveau nécessaire pour qu'ils soient travaillés et utilisés pour la flèche. 50% de ces chênes proviennent de forêts de l'État, 50% de particuliers, mais tout le monde voulait donner des chênes pour la reconstruction de la flèche de Notre-Dame. C'est quand même intéressant. Je termine. Le Brésil, le Chili, dès le lendemain de l'incendie, nous proposaient des bateaux chargés de bois pour amener du bois, etc. La question de l'incendie a été évidemment extrêmement débattue, et dans le projet que nous avons, un certain nombre de dispositions vont être prises pour que le risque d'incendie soit mieux pris en compte, c'est le moins qu'on puisse dire, après le drame qui s'est passé. Pourriez-vous quand même nous donner 2-3 arguments pour que l'on refasse à l'identique? Alors, l'argument pour qu'on le fasse à l'identique, le principal argument, c'est le respect de la Charte de Venise et du document de Nara qui font obligation pour les monuments classés de les rétablir dans le dernier état connu. Dans notre plachette, si vous voulez, de temps en temps, il faut accepter de considérer que ceux qui ont produit ces textes, si vous voulez, ont pris ces décisions, ne l'ont pas fait de manière légère, mais après une réflexion assez poussée. Alors, autant pour la charpente, on peut se dire, de toute façon, on ne la voit pas, etc., l'affrontons, visiter, j'en sais rien. Autant pour la flèche de Viollet-le-Duc, ce que je peux vous dire, c'est que, puisque le président m'avait demandé de regarder ça quand même assez en détail, il y avait chez les donateurs, parmi les donateurs, une très forte poussée pour l'identique, et notamment sur la flèche, parmi tous les architectes, y compris que j'ai tous vus, enfin tous les grands architectes français, y compris des architectes très modernistes, il y avait une quasi-unanimité pour refaire, par exemple, la flèche à l'identique. Et c'est un peu ça qui a conduit à cette proposition. Mais c'est un moment où on décide, et quand on décide, on ne plaît pas à tout le monde. Je vous prie de m'excuser, mais on va devoir interrompre cette série de questions. Mais je vais user de mon privilège pour poser une petite dernière dont la réponse sera très brève. Est-ce qu'il y a des acousticiens dans les équipes qui travaillent sur... Est-ce qu'il y a des acousticiens? Ah, évidemment. Ah, voilà. Donc, ça a été évidemment. Très bref, et la réponse est formelle. Vous savez, oui. un des chantiers dont on parle, on en a parlé un peu et dont on parle beaucoup, moi qui m'émerveille, c'est la manière dont est conduite le chantier de restauration du Grand Orgue. C'est fascinant. Et ce qui est fascinant, c'est que alors c'est Christian Lutz, qui est le maître d'ouvrage, pardon, et il y a comme maître d'ouvrage Di Mato, il s'appelle, c'est ça, hein, un Chilien, je me trompe toujours, c'est du Chili. Non, il est du Chili, naturalisé italien, et il travaille sur Notre-Dame de Paris, pour vous montrer à quel point cette affaire... Non, il y a des acousticiens, et dans la planification que nous avons faite, l'orgue a été démonté. Actuellement, nous sommes en phase de dépouillement des réponses aux appels d'offres pour la remise le nettoyage des 8000 tuyaux, c'est assez colossal, et tout est prévu pour que ce soit remonté en 2023, parce qu'il faut, nous disent vos amis acousticiens, 6 mois pour harmoniser l'orgue. Donc, oui, madame, nous avons des acousticiens. Enfin, une question facile. Merci infiniment.